Et nous revoilà. Et nous revoilà. J'ai eu ce qu'on pourrait appeler des petits problèmes d'ordinateur qui manquent de batterie. Donc, voilà. J'espère que je ne remanquerai pas de batterie. Si je remanque de batterie, ce n'est pas grave. J'ai mon iPad, je vais continuer avec l'iPad. OK. Ça ici. Ça. OK. Bon, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On a parlé de gradient de divergence de rotationnel. On a posé des questions relativement générales. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions ou qui ont des questions? OK. Là, moi, je vais aller vers ça ici. OK. Bon. Donc, moi, j'ai des choses à dire. OK. Bon. OK, ça ici, on s'en va ici, comme ça. Allez, partage d'écran. Bon, en espérant que mon ordi ne disparaisse pas. OK. Concentrons-nous sur l'essentiel. On a défini un opérateur qui s'appelle nabla. Si on l'applique, c'est un opérateur vectoriel. Si on l'applique sur un champ vectoriel, si on fait le produit scalaire avec un champ vectoriel, ça nous donne la divergence. Si on l'applique sur un champ scalaire, ça nous donne le gradient. Si on l'applique en faisant le produit vectoriel avec un champ vectoriel, ça nous donne le rotationnel. Puis on va voir tantôt le laplacien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des définitions qui se rapportent à des concepts physiques. Divergence, source, gradient, variation, puis rotationnel, vorticité. Appliquer les définitions, c'est pas difficile. Tout le monde est capable de prendre des dérivés. On en a fait plein des dérivés partiels, puis on a fait plein de produits scalaires puis de produits vectoriels. C'est des choses que vous savez. Donc, il n'y a rien de nouveau. Okay? Il n'y a vraiment rien de nouveau avec divergence, gradient, rotationnel en termes d'habileté mathématique. Vous êtes capable de prendre des dérivés, vous êtes capable de prendre des produits scalaires, puis des produits vectoriels, puis d'additionner des vecteurs. Mais c'est ce que ça veut dire. OK? Puis surtout, comment on va les utiliser. OK? Donc, ça, c'était la première chose. Il ne faut pas avoir peur. OK? Le livre Greenberg fait des longues discussions parce qu'il est excellent. Il va vous montrer, bon, ça, c'est comme ça qu'on le calcule. Maintenant, d'où ça vient? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Okay? C'est pour ça que la lecture est relativement dense, je dirais, dans le chapitre 16. Mais ça reste que, pour l'instant, je ne vous ai pas, en termes de mathématiques, hein, c'est un cours de physique mathématique, en termes de mathématiques, je ne vous ai pas fait faire des choses qui sont compliquées. On applique la définition. Puis, je vous dirais, mon rôle comme prof de PM1, c'est de vous rendre, c'est quoi le mot? De vous rendre opérationnel. Vous devez être capable de faire ces calculs-là. Puis le deuxième, c'est de vous commencer à vous donner un sens physique de ce qu'ils veulent dire, puis de l'intuition, puis d'utiliser les bons paramètres, puis les bons théorèmes. OK, parfait. Bien, on fait les deux. OK? Maintenant, je veux rapidement aller à, je vais m'y rendre, navigateur, c'est pas ça. Là, ça, ces diapos-là, je ne veux pas les montrer. OK, voilà. Moi, c'est ici que je veux aller. OK? Vous savez, OK, vous devriez être capable, si je vous dis gradient, rotationnel, divergence, vous savez que c'est l'opérateur nabla sur un scalaire, l'opérateur nabla produit scalaire sur un champ vectoriel, puis l'opérateur nabla produit vectoriel sur un champ vectoriel. Vous êtes capable de l'écrire. Bien, il y a beaucoup de... C'est l'opérateur nabla qui est finalement un opérateur vectoriel, donc un vecteur. Bien, il y a plusieurs combinaisons qu'on peut faire.
Okay? C'est un outil mathématique très utile. Puis, il y en a plusieurs. C'est un opérateur linéaire. Bien, il y a plusieurs combinaisons qui sont pertinentes. Où est ma souris? J'ai perdu ma souris. Souris, où es-tu? OK, nous voici. Voyons, où es-tu, souris? Pourquoi ma souris, elle ne vient plus, là? Hey, j'ai perdu ma souris. J'ai de la peine. Voyons, ce qu'elle est. Bon, je ne peux plus pointer. Ben, c'est pas grave, c'est le même. OK? Donc, vous voyez qu'il y a une liste de beaucoup de combinaisons linéaires. Là, on regarde ça et on dit, mon Dieu Seigneur, est-ce qu'on doit apprendre tout ça par cœur? Non, pas du tout. OK? Puis est-ce qu'ils sont toutes vraiment très importantes? Non, pas du tout. OK? Si vous regardez l'expression 6, là, la divergence du produit vectoriel de deux champs vectoriels, moi, je ne pense pas avoir déjà vu ça en physique dans mes quelques années de pratique de la physique. Un petit peu plus qu'une dizaine d'années. Mais il y en a quelques-unes qui vont être utiles. OK? Puis la meilleure façon pour prouver, il y en a peut-être en fait, pas il y en a peut-être, je sais qu'il y a des gens dans le cours qui aiment faire les preuves. Bien, si vous voulez prouver toutes ces choses-là, la façon de le faire, c'est vraiment de les exprimer, d'exprimer le calcul, l'opérateur en coordonnées cartésiennes, d'exprimer les autres expressions en coordonnées cartésiennes, puis de remanipuler pour recombiner d'une autre façon pour obtenir une identité. OK? Vous ne les apprendrez pas par cœur, mais pas du tout. OK? Moi, je ne les apprends pas par cœur. De toute façon, en tout cas, non. OK? On n'apprend pas ça par cœur. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont plus utiles. Puis la première, qui est en fait extrêmement importante, c'est le Laplacien. OK? Si on fait le produit scalaire de Nabla avec lui-même, ça nous donne un opérateur scalaire. OK? Ça nous donne un opérateur scalaire, parce que ça, OK, I dérivé par rapport à X, J, etc., produit scalaire, bien, ça va nous donner la dérivée deuxième par rapport à X, plus la dérivée deuxième par rapport à Y, la dérivée deuxième par rapport à Z. Ça revient souvent. Puis qu'est-ce que c'est? C'est le produit scalaire de Nabla avec lui-même. OK? Fait que c'est une des combinaisons. Vous allez voir, le Laplacien, ou peut-être que vous l'avez déjà vu, mais le Laplacien va revenir dans beaucoup de problèmes en électromag. Il y a beaucoup de problèmes qui vont revenir avec le Laplacien. En chaleur aussi, ça revient. Donc, il faut simplement retenir que c'est l'application de l'opérateur Nabla 2 fois. Puis, il y en a 2 titres qui reviennent plus souvent. OK? Il y en a vraiment 2 qui reviennent plus souvent, mais en utilisant que la divergence du rotationnel d'un champ V, ça va toujours nous donner 0. Puis le rotationnel du gradient de quelque chose, ça va nous donner 0. Ah! Ça va être très pertinent la semaine prochaine. OK? On va y revenir, mais il y a cette identité-là, la divergence d'un rotationnel, puis le rotationnel d'un gradient, ça va être important. On va l'utiliser dans un théorème en particulier. Si j'ai un champ quelconque que je suis capable d'exprimer par le gradient d'un autre champ, bien, son rotationnel va nécessairement être nul. OK? On va y revenir, OK? Mais la preuve est mathématique, puis pour nous, ça va avoir des conséquences physiques. OK? Puis là, vous voyez, on avait la physique qui nous a donné les définitions, puis ensuite, quand on remanipule les définitions, on peut revenir avec des choses intéressantes du côté de la physique. Puis, juste le dernier, je le dis parce que lui, c'est vrai qu'il revient très souvent. OK? Il y a une identité qu'on va appeler une identité abominable. Okay? Ce n'est pas particulièrement chic à regarder. Le rotationnel du rotationnel d'un champ vectoriel nous donne l'expression qui est écrite à l'écran. OK?
Donc, le rotationnel du rotationnel, ça va nous donner, comment on lit ça? Hein, comment je lis ça ici? Ça ici, la divergence d'un champ vectoriel. Donc, la divergence d'un champ vectoriel, ça me donne un champ scalaire, le champ des sources. Puis, ça ici, c'est le gradient. Donc, j'ai le gradient de la divergence du champ V moins son Laplacien. OK? Cette identité-là, elle revient vraiment beaucoup. Vous allez la revoir, mon Dieu, toute votre vie, mais elle revient tout le temps dans les équations d'ondes. Vous allez le revoir avec Simon Rainville. Vous allez faire des ondes en 3 dimensions une fois ou deux. Puis, une fois ou deux. Puis, ça va revenir parce que c'est avec ça qu'on va être capable d'aller chercher l'équation d'onde en 3 dimensions. Donc, voilà. Là, il y a quelqu'un. C'est aussi des questions qu'on a déjà fait. Oups, là, je suis un peu mêlé par le chat. Je ne suis pas... OK, je recommence. Bonjour, je retourne au chat. Il y a Justine qui nous demande le produit scalaire de Nabla. Pourquoi on obtient les dérivés deuxièmes plutôt que le carré des dérivés? Ah, OK. C'est en fait, oh, il y a beaucoup de questions. OK, il y a beaucoup de questions. Excusez, je retourne dans mes choses ici. Donc, en fait, quand j'applique l'opérateur, quand on a un opérateur, hein, la dérivée de quelque chose qu'on applique sur la dérivée de quelque chose, mais ça va me donner la dérivée deuxième parce que ce n'est pas l'opérateur lui-même, l'opérateur dérivé. On ne peut pas vraiment parler de lui au carré. Il n'y a pas de sens quand il est seul. C'est quand je l'applique. Je l'applique sur quelque chose. Fait on prend la dérivée, puis ensuite, on prend encore la dérivée. Bien, ça, c'est la définition de la dérivée deuxième. Est-ce que, Justine, est-ce que c'est oui ou c'est non? OK. En tout cas, si c'est un problème, tu me le diras. Ma souris est à l'envers. Emma demande la remise du devoir, je vais y revenir tantôt. La divergence donne un champ scalaire, mais après, on fait le gradient encore. Mais je pensais qu'on ne pouvait pas faire le gradient sur un champ scalaire. Non, William, le gradient se fait sur un champ scalaire. Le gradient, pensez, ça, il faut vraiment se pratiquer. Enfin, il faut en faire, OK? Mais quand vous pensez gradient, il y en a sûrement qui écoutent la météo, OK? Que vous entendez la météo, mais ils vont parler de gradient de température. Hein, un gradient de température. Bien, pensez, vous le savez que la température, c'est un champ scalaire. Donc, un gradient de température, c'est une variation de température. Fait que si j'ai la divergence d'un champ vectoriel, bien, la divergence d'un champ vectoriel, c'est un produit scalaire. Hein? La divergence, c'est un produit scalaire. C'est sûr que la divergence, ça me donne un champ scalaire. Bien, je peux parler de la variation de ce champ-là. J'espère que ça aide. On peut seulement faire le gradient. Benjamin Claveau. Oh, je me suis mélangé. Oui, merci. OK. Bon. Ouf, beaucoup de choses. OK? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il faut que je conclue. OK? Il faut que je conclue. Il faut que je wrap up. OK? C'est important. Il y a nos différents opérateurs, puis il y a plusieurs identités. Parce qu'en fait, je vous rappelle encore une fois, l'opérateur, le calcul de la divergence du rotationnel puis du gradient, ce sont des concepts physiques. Puis l'opérateur Nabla nous aide à aller les calculer quand on a des expressions mathématiques. Mais après ça, une fois qu'on a un opérateur, bien là, mathématiquement, on l'a pris. Puis là, on peut le manipuler de plusieurs façons. Et ça redevient utile quand on retourne en physique après. On dit, bien, si j'ai la divergence de quelque chose, puis j'ai le gradient de quelque chose, bien, je peux maintenant exprimer ça d'une autre façon. Okay? C'est ce que les physiciens font, puis les ingénieurs physiciens, c'est justement d'utiliser ces opérateurs-là pour les exprimer différemment, pour obtenir des expressions qu'on va être capable de calculer. Okay? Donc, les identités que vous avez vues,
deviennent intéressantes quand on se met à manipuler les champs avec les gradients, les rotationnels, les divergences pour obtenir des expressions différentes qu'on va être capable de manipuler ou calculer. OK? Donc, les identités sont utiles. La plupart du temps, on ne les apprend pas par cœur. Puis, je ne vous demande pas non plus d'apprendre par cœur les deux que je vous ai mis, celle là, du rotationnel, le rotationnel d'un rotationnel, OK? Mais je vous fais juste remarquer qu'ils vont revenir souvent. OK? Fait que ça, à un moment donné, si vous avez le goût d'éprouver, allez l'éprouver, mais ce n'est pas nécessaire. Puis ça, c'est donné en examen. Là. Ça, ce n'est pas un problème. OK? Mais voilà. Maintenant, OK, fait que là, pour moi, ça clôt la partie divergence rotationnelle et gradient parce que c'est l'application d'un opérateur que vous connaissez bien. OK? Fait que là, ça, je vais vous recommander des exercices pour la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, on tombe dedans un petit peu plus. OK? Maintenant, j'ai besoin de faire une discussion sur l'opérateur Nabla en coordonnées cylindriques, OK? Ou en coordonnées sphériques ou en coordonnées curvilignes. OK? La façon la plus naturelle d'écrire l'opérateur Nabla, c'est en coordonnées cartésiennes, parce qu'il y a un sens physique qui est très, très trivial ou très direct, parce que c'est la variation en direction X, c'est la variation en X dans la direction X, puis la variation en Y dans la direction Y. OK? Il est très naturel. Si je l'écris en coordonnées cylindriques, est-ce que ça va vraiment me donner... ah là, merde, j'ai fait une erreur dans mon équation. Attendez, je vais aller la corriger en vitesse pendant que je vous parle. OK? Si je l'écris en coordonnées cylindriques, vite, OK, je vais avoir des petits... Ça ne sera pas parfait. Θ, vite. J'ai fait une petite erreur quand je l'ai écrit. Il faut que je corrige. Tup, et Z, voilà. OK? Hop. OK? Si j'écris l'opérateur, je veux écrire l'opérateur Nabla en coordonnées curvilignes, est-ce que ça va être aussi simple que d'écrire ER dérivé par rapport à R, Eθ dérivé par rapport à θ, puis EZ par rapport à Z? Ça a l'air un peu trop simple pour moi. Je sais pas pourquoi. On s'imagine que c'est vers là qu'on s'en va, hein? Ouais, mais ça va ressembler à ça, je suis sûr. Mais il Ouais, devrait genre OK. avoir un petit facteur ou un petit truc genre en avant de genre ETT ou AR. Là. Ça, Ouais, c'est il va l'insight. avoir en effet OK. quelques petits facteurs. Juste pour, avant même qu'on... OK, c'est peut-être tentant d'écrire ça comme ça ici, OK, de l'écrire comme ça, mais faites juste remarquer qu'il y a quand même un petit problème qu'on peut voir tout de suite, hein, parce que la dérivée de quelque chose par rapport à l'espace, hein, la dérivée par rapport à R, ça va me donner les unités de quelque chose par distance. Puis la dérivée de quelque chose par rapport à θ, ça va me donner les unités de quelque chose par radian. Fait que, déjà, on le voit là, que ça ne devrait pas marcher là, parce que je vais avoir des quelque chose par mètre puis des quelque chose par radian. Là. Il y a bien des chances que ça va revoler dans le ventilo. Okay? C'est sûr que ça ne marche pas, les unités ne marchent pas. OK? Donc, comment est-ce qu'on fait pour... Okay, d'ailleurs, est-ce que ça a du sens d'écrire l'opérateur Nabla en coordonnées cylindriques? Comme je vous disais, le gradient à la divergence rotationnelle, ça nous aide à exprimer des concepts physiques. OK? Que je calcule le gradient de température en coordonnées cylindriques ou le gradient en coordonnées cartésiennes ou en coordonnées sphériques, il faut que ça me donne la même affaire. Ça n'a pas le choix. Il faut que ça donne la même chose. Donc, si moi, c'est plus approprié que je le calcule en coordonnées cylindriques, ben, je devrais avoir le droit. OK? Je devrais avoir le droit. Donc, on pourrait faire tous nos calculs en coordonnées cartésiennes, puis après ça, changer en coordonnées cylindriques. J'ai le droit. Mais pourquoi on choisit un set de coordonnées plus qu'un autre? Vous l'avez vu dans le devoir, vous allez continuer de le voir jusqu'à ce qu'on termine la session la semaine prochaine. Mais quand les coordonnées
quand je peux avoir des coordonnées qui épousent les limites de mon problème, c'est mieux. Travailler avec une sphère en coordonnées cartésiennes, ce n'est pas toujours facile. Ça se fait. On a toujours le droit, mais ce n'est pas facile. Donc, souvent, on va vouloir obtenir notre problème en coordonnées cylindriques ou cartésiennes. En électromag, vous allez faire en coordonnées cylindriques. C'est votre premier choc avec l'opérateur Nabla dans des coordonnées curvilignes parce que vous allez calculer le champ autour d'un cylindre. OK? Bien, pour le faire en coordonnées cylindriques, il y a une façon très, entre guillemets, simple. OK? Il y a une façon très simple. J'ai le droit d'exprimer mon vecteur I. Attends un peu, je vais prendre mon crayon, ça va être plus facile. J'ai le droit d'exprimer, attention, je retourne ici, je ne suis pas là, vite, je rentre sur Zoom. OK, voilà. Oui, OK. J'ai le droit d'exprimer mon vecteur I en coordonnées cylindriques. J'ai toujours le droit. J'ai le droit. J'ai le droit. Il n'y a pas de problème. OK? Puis J puis K, j'ai le droit de les exprimer en coordonnées cylindriques. Donc, il n'y a rien qui m'empêche de venir remplacer des expressions ici en coordonnées cylindriques. Ce n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est que là, ici, regardez, là, moi, j'ai une dérivée de quelque chose. Là, je vais tout effacer les autres. Là. J'ai ici, là, j'ai une dérivée de quelque chose par rapport à X. Et là, moi, si je veux travailler en coordonnées cylindriques, je veux aller chercher les dérivés de ces. Je veux avoir les dérivés en fonction. Excusez-moi, je viens de disparaître. Reviens, s'il te plaît. Oui, voilà. Je veux avoir les dérivés en fonction de R, de θ et de Z. Je ne veux pas changer à moitié. Okay? Fait que quand je fais ça ici, ben, moi, la dérivée de quelque chose par rapport à X, regardez ici, en crayon, qu'est-ce qu'on a fait ici? Qu'est-ce qu'on a fait pour obtenir? Comment on veut réécrire notre problème? Quand j'ai commencé mon problème, j'ai dit, ça ici, ça va être I ddx, J ddy, etc., etc. Fait que X, Y et Z étaient mes coordonnées. Là, maintenant, je dis, savez-vous, moi, je regarde mon problème, j'aimerais mieux être en coordonnées curvilignes, j'aimerais mieux être en coordonnées cylindriques. Je vais calculer quelque chose sur un cylindre. J'aimerais mieux être en cylindrique, ça va être plus facile de faire mes intégrales. Bien, quand je viens de dire ça, je dis, X, Y et Z, maintenant, ils sont dépendants de R, θ et phi. Je fais un changement de variable. Là, j'ai mon expression originale en X, Y et Z. Là, je dis non. Là, maintenant, moi, les paramètres que je vais utiliser qui sont indépendants, ce sont R, θ et Z. Donc, X, Y et Z sont des fonctions de R, θ, Z. Donc, je réécris ici. C'est quoi ça qui est ici? Qu'est-ce que j'ai ici? C'est quoi qu'on voit ici? C'est la règle des dérivées en chaîne. Vous voyez, j'avais une dérivée par rapport à X, ben, je l'ai remplacée par la dérivée par rapport à... Excusez-moi. OK. La dérivée par rapport à R fois la dérivée de R par rapport à X. Ça, je la connais. Ça, c'est un calcul. Je la connais, la réponse de ça. Après ça, c'est la dérivée par rapport à θ fois la dérivée de θ par rapport à X. Parfait, je le connais. C'est un chiffre. On est capable. Il y a une expression de θ en fonction de X ici. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a réexprimé nos dérivés en fonction de nos nouveaux paramètres indépendants. Je ne vous demande pas de le refaire. Je suis en train de vous expliquer d'où ça vient. Parce qu'à la fin, une fois qu'on a réécrit l'expression Nabla en fonction des nouveaux paramètres que je veux utiliser, R, θ, Z, au lieu de X, Y, Z, ça me donne cette grosse expression-là où j'ai réécrit mes vecteurs. I, J, K, je les ai réécrits en coordonnées cylindriques ou curvilignes. Puis, j'ai réécrit mes dérivés
en fonction de mes nouveaux paramètres parce que X, Y et Z ne sont plus mes coordonnées ou mes paramètres indépendants, c'est maintenant R, θ et Z. Puis quand on fait ça, excusez, quand on fait ça, allez, quand on fait ça, on obtient ici l'opérateur nabla en coordonnées cylindriques. OK? Ça ressemble un peu à ce qu'on avait tantôt. OK? On a maintenant la dérivée selon ER, non, la dérivée selon R fois ER. La dérivée, ça ici, ce n'est pas un point, c'est vraiment des chapeaux. OK, je n'ai pas eu le temps de les réécrire. 1 sur R fois la dérivée selon θ, puis EZ fois la dérivée par rapport à Z. La chose que vous allez devoir vous rappeler, c'est que les coordonnées cartésiennes, c'est très simple. C'est extrêmement simple parce que quand j'arrive pour prendre les dérivées de mes vecteurs unitaires ou de mes coordonnées, mais est-ce que c'est difficile? Non, il n'y a rien qui change. I, puis J, puis K sont toujours dans les mêmes directions. Ben là, quand je me mets à travailler en coordonnées cylindriques, ah ben là, il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention parce que s'il fallait pour une raison ou pour une autre, que tout d'un coup, j'ai besoin de prendre la dérivée par rapport à θ de quelque chose qui provient d'un calcul ici, bien là, il va falloir que je fasse attention. Il va falloir que je fasse attention parce que la dérivée par rapport à θ, ici, là, ER, puis Eθ, c'est implicite, hein? ER, il est fonction de θ. Oui, ER est fonction de θ, puis Eθ est aussi une fonction de θ. On l'a vu, on en a parlé, puis vous l'avez eu dans le devoir. OK? Donc, travailler aussitôt qu'on est rendu en coordonnées curvilignes, il y a une certaine rigueur. Il faut faire attention à nos méthodes parce que quand on prend des dérivés, oups, nos vecteurs unitaires, nos vecteurs de base, ils varient en fonction des paramètres. Il ne faut juste pas l'oublier. Okay? C'est important. Okay? C'est pas, à chaque fois, ce n'est pas nouveau. Quand je vais arriver, il n'y a rien qui. Voyons. Pourquoi ça n'écrit pas, là? Non, ça n'écrit plus. OK. Pourquoi? Oups. Ah, ça n'écrit plus parce que je n'ai pas choisi le stylo. Espèce de taouin. Bon, OK. Quand je vais arriver et que je vais avoir dans mes expressions la dérivée par rapport à θ de ER fois n'importe quelle fonction quelconque de θ, il ne faudra juste pas que j'oublie que la dérivée par rapport à θ de ER fois Fθ, il ne faut pas que j'oublie que c'est la dérivée de ER, excusez, j'écris mal, par rapport à θ fois Fθ, plus ER fois la dérivée de ma fonction par rapport à θ. OK? Puis ça ici, là, excusez, j'écris extrêmement mal. OK? La manipulation des coordonnées et des opérateurs en coordonnées curvilignes demande, je vais dire, une certaine de ralentir. OK? Je le sais, Louis Archambault me l'a dit dans votre cours d'électromag, ça vous surprend. OK? Les calculs deviennent un petit peu douloureux parfois, puis on mélange un petit peu, oui, mais là, je ne comprends plus la physique de l'électromagnétisme. Bien, l'électromagnétisme, il reste simple. À un moment donné, on va écrire le rotationnel, la divergence, etc., qui ont des sens physiques, mais à un moment donné, les mathématiques peuvent devenir laborieux. OK? Ça devient laborieux, fait qu'il faut prendre son temps. Puis si vous pensiez, OK, je vous fais remarquer, excusez, j'efface ça ici, OK? Je vous fais remarquer en passant que les unités fonctionnent. Hein? Ici, là, on le voit que ER dérivé par rapport à R, donc ça va être les unités de ce qu'on dérive par distance. Puis ici, regardez, là, il y a un R qui a apparu devant notre dθ. Donc, ça va encore donner des unités de par distance. Puis ça, ici, c'est par distance. Donc, ça fonctionne. OK? Bien,
là, si vous trouvez que la conversation en coordonnées cylindriques n'était pas nécessairement, je vais dire, simple ou directe, bien, en coordonnées sphériques, là, c'est un cauchemar. Okay? C'est un cauchemar. Okay? Même moi, là, il faut que je prenne mon souffle 4 fois avant de commencer des calculs en coordonnées sphériques avec les opérateurs Nabla. Mais, malheureusement, on va dire, il y a souvent des problèmes à symétrie sphérique. Hein, quand vous allez faire électromag, là, on va dire, bon, OK, supposons que j'ai une sphère, j'ai un point, j'ai une source ponctuelle. Puis là, on va calculer, par exemple, le gradient ou tout ça. Ben, oui, on pourrait le faire en coordonnées cartésiennes. Mais si la symétrie est déjà symétrique, la symétrie symétrique, si la symétrie est symétrique en sphérique, si la symétrie est sphérique, on va vouloir moins se casser la tête avec des racines carrées de 1 moins z carré plus x carré plus z carré. On va vouloir se débarrasser de ça, mais ça va vouloir dire mettre les opérateurs gradient, ici, là, attendez, l'opérateur Nabla en sphérique, il y a un facteur ici, puis il y a un autre facteur ici en rho sin phi. Bien, le gradient devient un peu compliqué. Le Laplacien devient un peu compliqué. La divergence, oh mon Dieu, la divergence, regardez ça ici. Puis, on ne parlera pas du rotationnel, OK, qui est à vomir, OK? Soyons honnêtes. Mais, malgré tout, OK, malgré tout, si la symétrie du problème dicte que ça va être plus facile de le faire en coordonnées sphériques ou cylindriques, on va faire les changements. Puis il ne faut pas se tromper. Souvent, ces dérivés-là vont disparaître. OK? Il va y avoir beaucoup de dérivés qui vont disparaître. Mais il faut prendre son temps. OK? Donc, ça, l'année passée, je n'en avais pas vraiment parlé. Puis quand tout le monde est arrivé, la gang de l'année passée en PM1 sont arrivés en électromag, puis là, ça n'a pas été le fun. On va juste dire ça de même. C'est comme si ça n'a pas été le fun. Donc, il faut prendre son temps. Okay? Puis je vais en parler à Louis. Puis je vais même lui donner le bout de vidéo qu'on est en train de faire pour être certain qu'il sache ce que je vous ai dit. Okay? Mais le changement, le changement en coordonnées curviligne n'est pas particulièrement magique. Okay? Ça reste que c'est laborieux, mais ça reste que c'est straightforward, le mot que je cherche, c'est direct. Ça reste que c'est une application directe que vous connaissez. Je le rappelle encore. Oups, je viens de perdre mon crayon. Je le rappelle encore. L'opérateur ici, on les connaît, les règles de transformation en coordonnées ici cylindriques, puis la même chose en coordonnées sphériques. Ça reste une application directe de la définition de IJK dans le système de coordonnées. Et ensuite, de prendre les dérivés en fonction. On veut maintenant obtenir les dérivés en fonction de nos nouveaux paramètres. Fait qu'il faut l'exprimer ici. C'est de la manipulation. Puis là, imaginez-vous, là, sérieusement, imaginez-vous de faire cette affaire-là avec un produit vectoriel. Non, sérieux, là. Même moi, je ne le ferai pas, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Regardez ce cauchemar-là, là, une somme de 3 termes fois une somme, en tout cas un autre terme à 2. Puis là, il faut faire un produit vectoriel avec ça. Ah non, mais tuez-moi quelqu'un, là, OK? C'est difficile. C'est pour ça que ici, vous avez les réponses. OK? Puis il n'y a personne qui apprend ça par cœur. OK? Il n'y a personne qui apprend ça par cœur. Mais comprenez que la raison pourquoi l'expression est un peu plus complexe, c'est que les vecteurs de base dépendent des coordonnées, puis on cherche des dérivés par rapport aux coordonnées. Donc, ça devient un peu monstrueux. OK? Donc, est-ce que je vais vous demander de redériver le rotationnel en coordonnées sphériques à l'examen? Peut-être. Non, ce n'est pas vrai. OK? Sûrement pas. Mais est-ce que je vais vous demander peut-être de me valider quelque chose en coordonnées cylindriques? Je ne le sais pas encore. OK? Mais je veux que vous soyez conscient de comment on passe de notre opérateur Nabla en cartésien vers
un set de coordonnées curvilignes. OK? Puis où sont les défis, puis où sont les pièges? Les vecteurs de base dépendent des coordonnées. Donc, quand on prend des dérivés par rapport aux coordonnées, il va falloir prendre les dérivés de nos vecteurs de base. OK? Fait que ça, là, Louis, là, il va vous en parler, il va vous en faire. OK? Donc, mon résumé. OK, mon résumé. J'ai pris 30 minutes pour vous parler des coordonnées curvilignes, puis on a parlé du sens physique des opérateurs. Le sens physique qui a une correspondance mathématique. Puis quand notre problème nous dicte un certain set de coordonnées, changer l'opérateur Nabla, ça reste que c'est une opération, il n'y a pas d'instinct ou d'intuition. Il faut juste le faire. Vous avez les réponses, les différents opérateurs dans les différents sets de coordonnées. Puis quand on les manipule dans des calculs, ben, il faut juste prendre notre temps parce que les vecteurs de base dépendent des coordonnées. Bon. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On dirait que non. On dirait que non. Bon. Ben, moi, j'arrête ici parce qu'on tombe dans le théorème de la divergence pour mardi prochain. Théorème de la divergence, le théorème de Stokes, c'est ça qu'on va faire la semaine prochaine. Parce que là, je vous prépare pour ce qu'on va faire. C'est que finalement, en physique, on va souvent s'intéresser à un ensemble de sources dans un volume, par exemple. Puis comme c'est Maxime qui l'a dit tantôt, il dit « Ah, moi, je me rappelle du théorème de Gauss. Le théorème de Gauss, là, c'est on avait le champ à travers une surface, ça nous donnait les charges. » Bien, ce sont des théorèmes mathématiques. Puis c'est là qu'on on va commencer à utiliser les propriétés qu'on a vues aujourd'hui puis au dernier cours. C'est que finalement, on va pouvoir transformer un intégral de volume d'une divergence en intégral de surface du flux à travers cette surface-là. On va pouvoir prendre un intégral d'un champ vectoriel qui s'exprime par un rotationnel, par un intégral de ligne. Ah, tout d'un coup, là, on commence à tomber dans la physique. Okay? On commence à tomber dans de la physique. Puis là, ben, on va regarder comment ces théorèmes mathématiques-là, ils expriment quelque chose en physique, puis même ils simplifient notre vie en physique. C'est comme ça qu'on va voir, par exemple, que dans des situations statiques, un champ vectoriel, travailler avec des vecteurs, est-ce que c'est facile? Ben, c'est facile, mais il y a 3 composantes, puis c'est lourd des fois. Mais si moi, je vous dis à la place, hey, j'ai une façon de changer ça, j'ai une façon de transformer ton champ vectoriel en quelque chose d'autre qui dépend d'un potentiel. Bien, on va voir en fait que dans les situations statiques, le champ électrique, c'est le gradient d'un potentiel. Ah bien là, travailler avec un potentiel, c'est pas mal plus facile. Un potentiel, c'est un scalaire. Additionner des scalaires. N'importe quel taouin qui a la moitié d'un cerveau, un crayon et une calculatrice capable d'additionner 2 scalaires. OK? Bien, on va utiliser les théorèmes pour dire hey, dans un cas comme ça, je peux travailler avec un potentiel. Ou dans un cas comme ça, je peux travailler avec la divergence sur un volume, qui est peut-être plus simple que la surface. OK? Il y a plein de choses qu'on va utiliser. On va faire appel à ces théorèmes-là pour commencer finalement à modéliser des choses physiques. Bien, on y arrive, c'est la semaine prochaine. Donc, j'imagine que tout est. S'il y en a qui n'ont pas d'autres questions, on va arrêter ici. Il est 10h19 et 30 secondes. Le devoir, là, j'ai vu que Emma avait demandé quelque chose par rapport au devoir. Le devoir 6, il est dû ce soir. Là, je ne sais pas trop pourquoi j'ai dû mal cliquer là, dans les affaires. Le devoir 6 est dû ce soir avant minuit. Puis, il me reste un dernier devoir à vous donner. Okay, un petit dernier devoir à vous donner. Puis je veux aller chercher le matériel de la semaine prochaine. Je vais vous le faire redonner rapidement. OK? J'aimerais que vous le redonniez lundi de l'autre semaine. OK? Donc, vous allez avoir une semaine et quelques jours si je vous le donne aujourd'hui. Ça reste à voir. Mais le but, c'est que je veux que vous appreniez à manipuler un petit peu le fameux opérateur Nabla. OK? Le fameux opérateur Nabla et les théorèmes. Mais je veux vous donner la correction avant l'examen. L'examen est le 16 décembre. 16 décembre à 8h30. OK?
Je vais tout vous donner l'information, mais ça va être les mêmes modalités, exactement le même genre de modalités que le premier. S'il y en a qui veulent le faire à distance, vous le ferez à distance. Puis si vous voulez le faire en classe, vous le ferez en classe. Il n'y a rien qui va avoir changé. Donc, là, je vois le devoir. Hein, le devoir 7 sur le portail. Ouais, en parlant de ça, ouais, il y avait le devoir 7 que vous avez mis. Genre, c'est comme si c'était des questions qu'on a déjà faites des anciens devoirs. Puis c'était comme un compacté de ça, puis il Non, non, était non. super Oh, long, ben là. là, hey, devoir. OK, là, il y a une petite confusion. Là. S'il y a un devoir 7 qui est apparu, c'est parce qu'il a dû apparaître tout seul. Non, 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 j'ai pas mis de devoir 7. Là. OK, ça a-tu apparu cette nuit, ça? Non, c'est apparu il y a environ genre 3 jours, 4 jours. Facile. Colin. Fait que, Attendez, là. Évaluation et résultat, devoir 7. Je suis en train d'aller voir ça. Ouais, mais c'est ça, c'est mon devoir de l'année passée, ça. Non, 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 c'est mon devoir de l'année passée. Vous ne faites pas ça, non? Non. OK, là, OK, j'espère. OK, là, je suis vraiment extrêmement désolé pour la confusion. Je pense que ce qui est arrivé, c'est que le devoir de l'année passée, c'est automatiquement affiché. J'espère qu'il y en a qui n'ont pas travaillé ce devoir-là. De toute façon, c'est toutes des questions que vous aviez déjà faites. Le devoir 7, ça n'a pas rapport. Il n'est pas encore disponible. Je vais vous en donner un qui va être directement sur les choses qu'on a discutées dans les derniers jours. OK, là, j'espère qu'il n'y a personne qui a travaillé là-dessus. Là. Je serais vraiment désolé, mais de toute façon, c'était toutes des choses que vous aviez déjà faites. OK? Donc, je l'enlève à l'instant. Supprimer. Tiens, voilà. Donc, est-ce qu'il y en OK. S'il y en a qui avaient travaillé sur le devoir 7, je suis désolé, vous allez juste être meilleur en PM, en FISBAN. OK. J'ai dépassé mon temps. On se voit mercredi prochain, puis ensuite vendredi, pour les 2 derniers cours de la session. Non, l'examen n'est pas récapitulatif. OK? Moi, je fais un examen. On a réglé, en fait, vous n'avez pas oublié vos aspects d'algèbre linéaire qu'on a fait, mais je ne les reteste pas. OK? Je ne les reteste pas, puis c'est comme ça. Là. Je ne les reteste pas. Voilà. On avance. j'avais une petite dernière question short. Pour les quiz, il en reste combien? Il reste autant que je vais être capable de mettre. J'ai D'accord. beaucoup de misère. Vous seriez surpris comment ça demande beaucoup de temps faire des petits quiz, même quand il y a juste questions. Je vais essayer quand même. Puis surtout, il y a quelques étudiants, plusieurs en fait, qui s'étaient plaints que des fois, je les mettais trop tard. Puis que vous n'aviez pas le temps. Fait que quand je voulais mettre un quiz, puis je savais que j'aurais voulu que vous me donniez la réponse en 2 jours, ben, je ne le faisais pas parce que je me disais, merde, 2 jours, c'est trop. Ils n'aimeront pas ça, ça va ajouter du stress. Donc, j'en ai moins fait. On va simplement repondérer sur le nombre qu'on a, puis il va quand même avoir, là, je ne me rappelle plus ce que j'avais mis, mais je pense qu'il était supposé en avoir beaucoup. Puis, c'était les meilleurs, là, N meilleurs sur le total. Vous allez encore avoir une chance à l'erreur. S'il y a un quiz que vous avez moins bien réussi, c'est sûr que ça va être correct. Je vais peut-être même en mettre 2 si j'ai le goût d'être gentil. OK. Good. Donc, sur ce, je crois que c'est terminé. Merci beaucoup, monsieur. Parfait. Bye.